l'Assemblée nationale le nombre des députés. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur la RTS2 pour ce premier numéro de votre magazine Midi Actu. Midi Actu, comme nous vous le disions, est un magazine d'information consacré bien sûr à l'actualité chez nous, mais aussi hors de chez nous. Aujourd'hui donc, pour ce premier numéro, voici le sommaire. Donc, pour la première partie, nous parlerons de société, bien sûr, de la Journée mondiale des droits de l'homme célébrée ce 10 décembre. Où en sommes-nous concrètement par rapport au respect de ces droits? Réponse tout à l'heure. Et puis, dans la rubrique communication, nous parlerons justement de l'intérêt de communiquer dans une société de manière générale. Deuxième partie de l'émission consacrée donc à la rubrique sécurité. Nous nous intéressons aujourd'hui à qui veille à notre sécurité, qui veille au grain à cette sécurité, surtout au niveau de Dakar Plateau. Donc nous aurons la réponse encore tout à l'heure. Alfred Nobel du côté de la rubrique éphéméride. Qui était cet homme inventeur de la dynamite et qui est décédé donc depuis le 10 décembre 1986? Nous le découvrirons tout à l'heure. L'article de la semaine, nous revenons sur la disparition du PDG du groupe Walfadjri, Sidi Lamine Niasse. Une grande perte pour la presse sénégalaise, une grande perte pour la Oumma islamique, pour le monde, je dirais. Pour en parler aujourd'hui, notre confrère journaliste Yann Dembati nous a fait l'honneur d'être notre invité pour ce premier numéro. Et pour finir, nous verrons ce que nous réserve la météo aujourd'hui. Tout de suite, la première partie. Voilà, je vous le disais donc dans le sommaire. Aujourd'hui, 10 décembre 2018, nous célébrons la Journée mondiale des droits de l'homme. Une journée donc initiée par l'Organisation des Nations Unies pour vraiment inciter tout le monde à respecter ces droits des êtres humains. Où en sommes-nous aujourd'hui en 2018? Élément de réponse avec Maïmounassi. Tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. Voici l'essence même de la Déclaration des droits de l'homme célébrée depuis 1948, le 10 décembre. À l'origine, l'Organisation des Nations Unies qui soutient que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie, ce qui révolte la conscience de l'humanité. L'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été la plus haute aspiration de l'homme. Pourtant, il existe encore à ce jour, des décennies après la Déclaration universelle des droits de l'homme, des pays où ces prérogatives sont bafouées. L'ONU veille toujours au grain, mais les manquements persistent toujours. Voilà, vous l'avez dit, Maïmounassi, il existe encore en 2018 des pays où ces prérogatives concernant le respect des droits de l'homme sont bafouées. J'ai sur ce plateau donc un invité qui nous a fait l'honneur de participer à ce premier numéro de Midi Actu. Il s'agit d'un confrère de e-radio, Monsieur Yann Dembatine. Bienvenue à vous. Merci Léna et bonjour à tous. Vous êtes chef desk Serer, mes esclaves Serer à e-radio, n'est-ce pas? Ben oui, je suis là-bas, bien sûr pour le Serer, mais également les autres langues. Comme vous savez que les langues aussi sont importantes au Sénégal. Et radio donc promet vraiment d'y revenir largement avec les téléspectateurs pour le futur et les auditeurs sous peu. Parfait. Donc, Monsieur Tine, vous avez suivi l'élément de Maïmounassi où on parle aujourd'hui de la Journée mondiale des droits de l'homme célébrée ce 10 décembre. Et comme elle l'a dit dans son élément, il existe encore aujourd'hui des pays où ces droits ne sont pas respectés. Votre point de vue là-dessus? Ben oui, ça, c'est le constat est général, surtout en Afrique, parce que
Parfois, maintenant, bon, respecter également les droits de l'homme, c'est tout autre. Parce que le débat, toujours au Sénégal et un peu partout en Afrique, on ne parle que, par exemple, d'une marché interdite pour parler des droits de l'homme. Mais je pense que c'est beaucoup plus profond que cela. Parce que ce qui se passe aujourd'hui en France est un exemple qui peut illustrer tout ça avec l'affaire des Gilets jaunes, qui ont un problème en France, mais qui aujourd'hui, si ce problème, par exemple, ces détails se passaient en Afrique, on allait avoir voilà, un bain de sang, entre autres des arrestations ou interpellations. Donc aujourd'hui, je pense que l'Afrique doit, par exemple, se ressaisir et revoir la chose pour que cette situation, qu'on puisse quand même la dépasser. Tout à fait. On parle du fait que tous les hommes naissent libres et égaux. Et je voudrais vraiment revenir sur un point, parce que quand on parle de hommes, c'est avec un grand H. Il s'agit bien sûr des hommes et des femmes. Mais on se rend compte encore aujourd'hui qu'il y a dans des entreprises où les hommes ont beaucoup plus de privilèges que les femmes. Et pourtant, on parle de parité. Oui, mais là aussi, Léna, il y a la disponibilité. Vous n'êtes pas sans savoir, on a eu à partager une rédaction. Pendant des années, avec 15 à 17 filles, c'était un peu compliqué parfois parce qu'il faudra d'abord penser à la disponibilité, à la ponctualité. Il y a un autre fait aussi, il faudra par exemple penser à la maison, le mari, les enfants, entre autres. Et de jour en jour, même la fille qui est recrutée dès le départ peut être disponible. Mais à un moment donné, par exemple, de la vie, elle n'est plus disponible et ça peut se comprendre parfois. Par contre, les hommes marquent toujours de leur disponibilité s'ils ne sont pas ces hommes qui ne veulent pas, par exemple, faire le travail correctement et comme il se doit. Bon, je ne dis pas maintenant qu'on ne doit pas, par exemple, qu'on doit toujours privilégier les hommes à la place au détriment des femmes, parce que ce n'est pas du tout normal, mais que peut-être qu'il y ait cette coordination qui puisse faire que, que ce soit l'homme ou bien la femme, tous les deux pourront, par exemple, être là et répondre aux normes vraiment du travail. C'est important. D'accord. Et nous passons tout de suite à la deuxième rubrique. C'est un concept qu'on retrouve partout, jusque dans nos maisons. Il y a même des écoles qui se spécialisent dans cette formation. Il s'agit de la communication. Quel est l'intérêt de la communication? La communication est-elle utile en entreprise, dans une société ou dans nos foyers? Nous voyons cela avec M. Maktar Diédhiou. Il est consultant en communication. Le métier ou le travail de communication, c'est un travail très complexe et indispensable dans une société, une communauté, une entreprise ou même dans le cadre familial. Alors, elle a deux facettes, un volet social et un volet, on va dire, professionnel. Donc, sur le volet professionnel, l'idée c'est quoi? C'est que dans le cadre d'un programme d'activité, qu'on puisse développer la communication qui va faciliter la compréhension de ce programme-là et en même temps permettre une appropriation de ce programme ou de ce travail-là par les interlocuteurs. Donc tout ça, c'est le travail de la communication. Et il y a plusieurs facettes sur tout ce volet professionnel-là. L'idée, c'est de toujours diviser la communication institutionnelle de la communication commerciale. On va dire ça comme ça. Le volet institutionnel parle beaucoup plus des valeurs, des enjeux, du domaine économique, du futur, de la vision. Mais le volet commercial parle beaucoup plus de la composition du produit à vendre ou bien de l'activité à promouvoir et se limite à ça. Et face à ces deux situations-là, l'idée c'est de mettre en place une stratégie qui affine tout ça afin d'avoir un résultat à la fin. Ça c'est le volet professionnel. Mais sur le volet social, ça rentre beaucoup plus sur la communauté, la société en général. Ce qui fait que l'idée, c'est de toujours, dans le cadre d'une information ou bien d'un fait ou d'un événement, de pouvoir apporter des éléments de réponse ou des éléments d'explication à ce fait-là ou à l'événement. Pour un groupe qui est souvent divisé, parce qu'il y a des jeunes, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des vieux. Il faut savoir parler à ces gens-là, les faire comprendre quelque chose et les faire apprécier ce qu'on les informe. Donc, en gros ou en résumé, c'est ces deux parties-là qui constituent la communication dans sa globalité.
Voilà, donc c'était à l'instant Monsieur Mactar Diédhiou. Il est consultant en communication. Donc Monsieur Tine, on a vu ce que nous a proposé Monsieur Diédhiou dans cet élément. Il parle de deux volets concernant en tout cas la communication. Il y a le volet professionnel, il y a également le volet social, même si on a souvent tendance à ne privilégier que ce côté professionnel. Vous êtes journaliste, donc vous travaillez dans une structure qui communique beaucoup. Est-ce que vous partagez justement le point de vue de notre intervenant? Ben oui, je ne peux que partager ce qu'il vient de dire parce qu'il faudra, je pense que la communication en matière d'entreprise, c'est quelque chose de fondamental. Dès qu'on rate la communication, on a tout raté parce que déjà entre, par exemple, les responsables de l'entreprise et les employés, il faut une bonne communication pour que vraiment tout se passe bien. Au-delà de ça aussi, je pense que parfois, le silence fait que tout le monde est là, il y a ces bruits de couloir qui font qu'à la longue, on a des difficultés même pour persévérer, pour avancer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce que les gens doivent faire, c'est privilégier également la communication au sein des entreprises, mais surtout mettre au courant et au bon moment d'ailleurs, parce qu'il y a des informations, si on a tendance à les garder pendant des moments, ça peut pousser les uns et les autres à la frustration, au découragement, entre autres. Et je pense qu'on a constaté qu'aujourd'hui au Sénégal, dans beaucoup d'entreprises, les gens ne communiquent pas. La communication fait vraiment défaut et il faudra quand même corriger. De ce point de vue, je pense qu'il faudra impérativement le faire. Maintenant, au sein de la société, je pense que c'est ce qu'il faudra faire à bas âge parce que même à l'école, les gens doivent communiquer. Maintenant, à la maison aussi, les parents doivent communiquer avec leurs enfants parce que c'est un maillon aussi qui est essentiel dans ce qu'on appelle l'éducation de base. La communication peut aider l'enfant à grandir donc, dans un environnement qui peut être sain dans l'avenir pour l'enfant. Donc, en grosso modo, que ce soit dans la société, dans les entreprises, il faut beaucoup communiquer. Bon, on a tendance à dire aussi que trop de communication tue la communication, mais je pense qu'il faut le faire avec la manière, quoi. Tout à fait. Donc, vous êtes d'avis que dès le bas âge, donc je veux dire, même à l'école, comme on le fait avec le français, les mathématiques, l'anglais ou autre, qu'on initie déjà ces élèves à la communication. Oui, qu'on initie carrément. Indispensable, voilà, c'est indispensable. Il faut le faire à bas âge, surtout à l'école, parce que tu sais aussi, l'école, c'est un peu la première famille des enfants. Parce que pendant toute une année, 9 mois, voire même 10 mois parfois, tu es à l'école, devant l'enseignant, devant tes amis. S'il n'y a pas de communication là-bas, le peu de temps que tu auras, par exemple, à la maison, je pense que tu finiras par peut-être communiquer peu avec les parents. Là, maintenant, on pense beaucoup à ce qu'on appelle l'éducation, mais on ne peut pas éduquer sans pour autant communiquer. Ouais, exactement. Voilà, donc c'était la rubrique consacrée à la communication. D'autres rubriques vont suivre tout au long de cette semaine dans votre magazine Midi Actu. Je rappelle que tout de suite, nous sommes avec notre invité du jour. Il s'agit de Monsieur Yann Dembatine. Il est journaliste à iRadio et il nous a fait l'honneur justement de participer à ce premier numéro de votre magazine Midi Actu. Et nous passons tout de suite à la rubrique éphéméride avec la complicité de la régie. Voyons un peu ces images, Monsieur Tine. On parle bien sûr de Alfred Nobel qui nous a quittés un 10 décembre 1986. Mais en fait, ce que j'aimerais souligner un peu, c'est le paradoxe de celui qui a inventé la dynamite d'une part et d'une autre part qui a aussi été à l'origine des prix Nobel, notamment prix Nobel de la paix. Depuis 1901, on décerne donc chaque année 2 prix Nobel le 10 décembre dans différents domaines comme la physique, la chimie, la paix, la littérature. Et ces prix sont décernés, donc, comme je le disais, le 10 décembre en hommage à Alfred Nobel. Mais ce paradoxe, créer la dynamite et être à l'origine du prix Nobel de la paix, parce que je sache, la dynamite, ce n'est pas pour faire la paix. Oui, c'est du genre, ce qu'on a l'habitude de dire également, c'est du genre, ce qu'on peut dire, entre guillemets, contradictoire. Parce qu'il faudra même, il y a cette politique qui vient de l'Occident, mais qui n'est pas trop la nôtre et que parfois il y a des messages. Je pense que c'est ce qu'on appelle la théorie qui est là. Mais dans la pratique, si on le fait, je pense que ça peut aussi créer un autre problème parce que j'y vois en un mot cette contradiction pour ne pas trop détailler sur, mais j'y vois carrément cette contradiction parce que avec l'avènement même de ces prix Nobel de la paix ou autre, voilà quoi.
On a vu en Afrique des prix décernés à des gens, oui, mais à la longue, dans leur pays d'origine, il y a problème. Exactement. Donc Exactement. ça, il y a cette contradiction qui est là. Maintenant, comment faire aussi pour que vraiment ce que les gens appellent peut-être prix Nobel même, que la chose soit revue, à qui donc décerner ces prix Nobel, et comment et quand, tout ça c'est fondamental, parce que ça nous renvoie aujourd'hui à nos chefs d'État même, parce qu'on privilégie beaucoup la politique pour pouvoir donner des prix. Mais quand même, je pense qu'il y a une certaine contradiction quelque part. Exactement. Voilà, donc, Monsieur Tine, vous avez parlé tout de suite d'Africains qui ont reçu ce prix Nobel. Donc, je vais en citer quelques-uns. Ici, donc, Wole Soyinka, prix Nobel de la littérature. Nelson Mandela, prix Nobel de la paix. Donc, le Sud-Africain Nelson Mandela. Kofi Annan, l'ancien secrétaire général, justement, des Nations Unies. Prix Nobel également de la paix. Ellen Johnson Sirleaf, prix Nobel également de la paix. Peut-être qu'au Sénégal, nous n'avons pas encore ce prix Nobel de la paix, et pourtant, il y a des personnes qui veillent au grain à notre sécurité et qui font tout vraiment, qui œuvrent pour garantir cette paix et cette sécurité au Sénégal. Qui sont-ils? Est-ce qu'ils sont bien connus des Sénégalais? Élément de réponse avec le reportage de Thierno Diallo. Délégués du chef de l'État, les autorités administratives ont pour mission de garantir la sécurité publique. À Dakar, c'est le sous-préfet en charge de la circonscription administrative qui joue ce rôle. Il est le garant de la sécurité publique. Il est le garant des libertés publiques. Il est chargé d'appliquer correctement la politique définie par le chef de l'État. Il est représentant aussi de l'État auprès des communes qui sont dans sa circonscription administrative. Dans son rôle, le sous-préfet est parfois soutenu dans ses décisions. C'est une macrocéphalie. Il faut maintenant qu'on libère Dakar maintenant de ce fardeau. Vous voyez là où les gens doivent passer, il y a les voitures qui stationnent. Est-ce que ça c'est normal? Donc là, les passages piétons, le plus souvent, si vous venez, c'est des voitures, c'est des commerçants qui occupent. Mais c'est anormal, on ne peut pas continuer ainsi. Non, je ne pense pas que le préfet soit aidé dans sa tâche. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on déguerpit, mais on ne donne pas des solutions alternatives. Quand tu déguerpis quelqu'un, au moins tu lui donnes un espace qu'il peut occuper. N'occupant que 0,28% du territoire national, la région de Dakar regroupe sur 550 km², 25% de la population et concentre l'essentiel des activités économiques du pays. Voilà, donc merci beaucoup Thierno Diallo pour ce reportage. Vous l'avez vu sur ces images, Monsieur Tine. Donc la sous-préfecture de Dakar est là actuellement pour vraiment veiller au grain à cette sécurité au niveau, en tout cas, surtout de Dakar Plateau. On voit souvent les officiels quand ils sortent dans des conférences ou dans des rencontres et séminaires. Il y a toujours ces préfets qui les accompagnent. Ce n'est pas forcément la police ou la gendarmerie, mais c'est la préfecture. Justement. Ben oui, c'est le représentant de l'État, comme il a eu à le dire, je pense que le préfet ou bien sous-préfet le préfet de Dakar. Voilà, M. Djibi Diallo. Maintenant, aujourd'hui, peut-être on a tendance à les étiqueter. Et ça aussi, parfois, c'est normal. C'est la chose politique qui fait que parfois, peut-être on les connaît beaucoup plus. Ou bien on entend parler du préfet ou bien du sous-préfet quand il s'agit d'interdiction de marche. Exact. Et ça aussi, je pense que c'est petit par rapport à ce qu'ils font. Ces préfets ou sous-préfets au niveau peut-être régional ou bien même départemental, voyons. Mais il faudra retenir qu'ils ont une lourde tâche parce qu'ils travaillent en étroite collaboration avec les forces de l'ordre. Maintenant, pour réguler, ce n'est pas un peu réguler, mais pour réguler. Donc, ils jouent un rôle important. Mais comment également jouer ce rôle dans chaque entreprise ou bien dans chaque entité ou bien corporation? Il y a des gens qui sont là qui ne font pas correctement le travail. Comme dans d'autres aussi, il y en a qui sont là qui font le travail correctement. Parce qu'on peut dire aujourd'hui que tout sous-préfet qui est là a le droit et le rôle de veiller sur ce qu'on appelle la sécurité des personnes et de leurs biens. Et en passant par exemple par ce soutien, cet appui, d'abord aussi, et cette complication, cette implication
des citoyens sénégalais. Mais au Sénégal, les citoyens n'aident pas beaucoup, que ce soit le préfet, le sous-préfet, le président de la République, le ministre, bon voilà quoi. Parce que même avec les déguerpissements, je prends l'exemple de la Solida, là où j'étais, quand le sous-préfet vient déguerpir, 2 jours après, tu vois les mécaniciens qui reviennent s'installer. Et il y en a qui sont dans l'illégalité totale. Exactement. Donc ça, c'est un problème. Et puis bon, aussi avec les autorités, aussi, je pense que il y a ce manque de suivi. Donc ça, c'est un rôle, ça fait partie des rôles que joue par exemple le préfet de Dakar ou bien le sous-préfet d'ailleurs. Donc ça aussi, c'est des rôles importants pour un peu que les gens puissent quand même vivre dans cette aisance ou bien, comment je peux le dire. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a tendance à les étiqueter. Parce que ce qu'ils disent, eux, c'est qu'en garantissant notre sécurité, ils se mettent en insécurité. Hein. Ouais, parfois c'est le cas. Parfois c'est le cas. Parce que si le sous-préfet ou bien le préfet de Dakar se rendait quelque part pour déguerpir des gens qui sont dans l'illégalité seuls, là, ils s'exposent. Ça, c'est clair. Maintenant, autre chose aussi, ils ont leur famille. Et s'ils disent qu'ils s'exposent, qu'ils sont dans l'insécurité aussi, je pense qu'ils ne parlent pas d'eux-mêmes, mais aujourd'hui de leur entourage aussi. Ça, c'est fondamental. Maintenant, je pense qu'il va falloir une manière. Pourquoi pas même chercher une autre appellation? Parce qu'il y a déjà l'étiquette. Hein. Dès l'instant au Sénégal, quand on te parle de préfet, sous-préfet, gouverneur, on te dit qu'il est avec le pouvoir. Tout ce que le président dira, c'est ce qu'il fera. Donc tout ça aussi, bon, c'est pas évident. Exactement. Parce qu'il y en a des sous-préfets ou bien préfets en matière de politique qui ne sont pas forcément avec le président, mais ils sont l'autorité qui représente et qui incarne l'État du Sénégal. Exactement. Mais maintenant, ça ne veut pas dire qu'il est dans le parti du chef de l'État ou bien, bon, voilà quoi, parce qu'il y en a qui sont là et qui... C'est bien de préciser cela, monsieur Tine. Et nous passons tout de suite à la dernière rubrique de ce numéro de Midi Actu. Ce sera juste après ce jingle, mesdames et messieurs. Voilà donc l'article de la semaine, monsieur Tine. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment marqué le monde musulman, bien entendu, mais aussi le monde de la presse. C'est bien sûr la disparition de monsieur Sidi Lamine Niasse, PDG du groupe Walfadjri. En tant que journaliste, donc, monsieur Tine, vous avez eu à faire un direct pour justement marquer cette perte. Je souligne qu'il y a beaucoup de journalistes et d'animateurs également qui sont sortis de son groupe de presse. Vous, dans votre édition, dans votre direct et tout, quels ont été les points que vous avez un peu soulignés? Nous sommes revenus sur l'homme parce que Sidi Lamine, d'abord, c'était Sidi Lamine, le président directeur général du groupe du Walfadjri, mais également qui fait partie donc d'une confrérie au Sénégal, de Léona Niassène plus précisément. Donc, qui est un serigne, donc un marabout là-bas, qui fait partie d'une famille maraboutique au Sénégal. Du jour, je pense sur ces 2 casquettes, il fallait quand même revenir sur ça pour faire ce rappel sur ce que représentait Feu Sidi Lamine Niasse. Et c'était important. Maintenant, comme il y avait également cette polémique aussi, pour ne pas rater l'actualité. Tu sais, le journaliste, il n'aime pas trop rater l'actualité. Nous faisions des directs un peu partout, au cimetière de Yoff, à Léona Niassène, à l'hôpital principal, chez lui, à Walfadjri. On était partout pour pouvoir également accompagner les Sénégalais pour leur donner la bonne information. Parce que sinon, à tout moment, tu pouvais rater un épisode qui pourrait être intéressante pour les auditeurs. Maintenant, moi, je le considère comme l'inconnu, l'incompris, entre autres, le méconnu. Donc, parce que, bon, il parlait sur beaucoup de casquettes, si on peut le dire ainsi. Il parlait comme le journaliste simple qui est à la télé ou bien à la radio qui parle. Il parlait aussi parfois comme, tu le prenais comme ce marabout qui parle, mais il parlait aussi comme chef de groupe, comme personne morale qui est là, qui a un discours à donner, à avancer donc, auprès des Sénégalais. Donc, et concrètement, pour la presse sénégalaise, nous sommes tous d'accord pour dire que c'est une grande perte, hein, parce qu'il était quand même fervent défenseur de la démocratie, mais surtout de la liberté de presse. Vous, en tant que journaliste, comment est-ce que vous avez vécu cette perte? Ben oui, difficilement, comme tous les autres Sénégalais ou bien pour les autres journalistes qui sont là, parce que ce combat qu'il a mené pendant tant d'années, lui a réussi parfois.
Et dès que le combat lui réussit, il a réussi au journaliste Léna Sarr, à Yann Demba Tine ou bien à l'autre journaliste. Donc déjà, c'est une grosse perte. Avec beaucoup de difficultés, on a vécu ces moments et jusque-là, parce qu'aujourd'hui, il nous faudra d'autres Sidi dans ce landerneau médiatique pour accompagner ce combat, pour poursuivre, je veux dire, ce combat. Et comment le poursuivre aussi, ça demande ce que ça demande. Et que comment il le faisait aussi, je pense que tout ça, c'est des choses fondamentales que les gens doivent, je pense que c'est la presse en général qui doit réfléchir, mais tout en sachant qu'on a perdu un homme qui était là, qui menait un combat sans faille, et à mon avis, sans rien attendre en retour dans le cadre de ce qu'on appelle les libertés d'expression, dans le cadre de la démocratie sénégalaise, entre autres, parce qu'il était là, il a fait face à beaucoup de chefs d'État, mais bon, je pense que son combat n'était pas un combat unique à lui. Exactement. Donc, je vous remercie, Monsieur Yann Demba Tine. Je rappelle que vous êtes journaliste à iRadio et vous étiez l'invité dans ce premier numéro de Midi Actu. Merci beaucoup encore, Monsieur Tine. Merci, Léna, et merci à vos non chers téléspectateurs, je vais dire, hein, parce que la RTS, c'est la RTS de tous les Sénégalais. Bon, voilà, je vous remercie déjà de m'avoir invité et je remercie toute l'équipe qui vous accompagne. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'est ici que se referme ce premier numéro de votre magazine Midi Actu qui revient bien sûr demain à partir de midi. Je vous rappelle que l'émission est rediffusée tous les jours à partir de 19h sur les antennes de la RTS2. Merci à l'équipe technique, merci à vous, chers téléspectateurs. On se quitte avec la météo du jour et voyons ce qu'elle nous réserve. Je vous dis à demain. Nationale, le nombre des députés.